L'invité de décryptage ce mercredi matin est Justin Daniel, professeur de sciences politiques à l'UAG. Bonjour. En février de l'an dernier, plusieurs chercheurs, plusieurs professeurs, des maîtres de conférences, des universitaires ont décidé de faire le point sur les réformes institutionnelles en cours dans nos régions, également dans l'océan Indien, également dans le Pacifique. Les Outre-mer à l'épreuve du changement, réalité et perspective des réformes territoriales. C'est donc le titre de cet ouvrage qui paraît en ce moment. Bonjour Justin Daniel. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles et de la Guyane, également directeur du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe. Cet ouvrage est donc une synthèse. Peut-on faire une synthèse sur tout ce qui est à court en ce moment ? C'est une opération délicate puisque nous couvrons là l'ensemble des Outre-mer, caractérisé par un processus de différenciation institutionnelle. Mais nous avons cru bon, en tant qu'universitaires, de faire le point à un moment donné sur toutes les réformes en cours, puisque c'est notre rôle que d'analyser les modèles, leur contenu, de les mettre à distance et de mesurer leur opérationnalité. Sauf que cette synthèse, Justin Daniel, arrive en pré-campagne présidentielle, en pré-campagne des législatives, et cette question, tout peut-il encore être remis en question, quel que soit le territoire concerné? Non, certaines choses peuvent être revues, d'autres pas. Concernant particulièrement les Antilles et la Guyane, je constate que la réforme qui a été adoptée à la suite des consultations populaires, eh bien, cette réforme n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, ça a été adopté sur la base de consensus entre les différentes forces politiques françaises. Mais lorsqu'on entend par exemple certaines formations politiques, certains candidats, notamment en course pour les législatives de juin prochain, ils disent nous pouvons encore travailler sur le texte, nous pouvons encore l'amender, nous pouvons encore peser et faire changer les choses. Je crois qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Cette réforme va de pair avec une autre qui nous concerne, dont on a parlé très peu ici, à savoir la réforme des collectivités territoriales, qui est intervenue en novembre 2010 et qui est applicable à la Martinique. Cette réforme-là est susceptible d'être remise en cause en cas d'alternance politique, puisque le Parti socialiste a pris l'engagement de la supprimer. Par contre, la réforme qui nous concerne plus spécifiquement ne pourra pas être remise en cause dans la mesure où elle a été adoptée sur la base de consultations, donc validée par les populations concernées. Simplement, elle peut faire l'objet d'ajustements à la marge. Il y a au moins deux points qui, me semble-t-il, peuvent être revus. Il y a d'abord le mode d'élection qui a suscité bien des débats. Qui alimente toujours, hein. Oui, bien sûr, qui alimente les débats. S'agissant en particulier de la fameuse prime majoritaire, jugée excessive par certaines forces politiques, ce que l'on peut entendre, même si il faut replacer ça dans le cadre de la logique même de la réforme qui fonctionne à partir d'une dynamique majoritaire, un peu comme le modèle politique français. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en tête, eh bien, il faut avoir les moyens déjà politiques de mener ses actions. Quoi. En clair, on a privilégié l'efficacité au détriment de l'équité peut-être. Il s'agit d'avoir une majorité susceptible de conduire les affaires politiques. Pour éviter des situations à la polynésienne. Absolument. Et puis l'autre point concerne les circonscriptions qui ont été retenues pour désigner ces élus. On peut se demander effectivement pourquoi on se fonde sur les circonscriptions législatives pour assurer la représentation des composantes territoriales d'un pays. Ce choix-là n'est pas nécessairement pertinent. Donc il peut y avoir quelques ajustements de ce type-là, mais le principe même de la réforme, me semble-t-il, pourra difficilement être remis en cause. Avez-vous l'impression, Justin Daniel, puisque vous êtes universitaire, vous êtes chercheur, vous prenez de la hauteur lorsque vous suivez toute cette actualité politique, vous avez l'impression que tout cela passionne vraiment le grand public? Les Martiniquais, je pense que c'est le cas aussi en Guadeloupe et en Guyane, sont intéressés par le devenir, cela va de soi. Simplement, je ne suis pas certain qu'ils placent toujours, un peu comme le font nos élus, la question institutionnelle au cœur de leurs préoccupations. En tout cas, s'ils le font, c'est en référence à leurs préoccupations immédiates. On les connaît, on peut les décliner facilement. C'est la crise sociale qui persiste, qui est revenue comme un boomerang. La question sociale est revenue comme un boomerang en 2009. Et là, il y a un certain nombre de questions que l'on se pose. Est-ce que les institutions qui nous sont proposées à l'heure actuelle sont en mesure de répondre à ces aspirations? Est-ce qu'il faut continuer à se
cacher comme on le fait jusqu'à maintenant, derrière, je dirais, une sorte de pavillon de complaisance qu'on peut appeler indifféremment développement autocentré, développement endogène ou développement durable, sans mettre derrière ces notions un contenu qui répond encore une fois aux aspirations. Alors justement, cette question est très bien prise à l'exemple dans votre ouvrage, Justin Daniel. On a l'impression qu'il y a certaines donnes qui peuvent changer. Vous avez parlé de la Guadeloupe, de la Guyane, la Guadeloupe qui observe justement Fort-de-France et Cayenne, puisqu'elle n'a pas encore vraiment décidé de ce qu'elle voudrait. Il y a également l'exemple de Saint-Barthélemy, qui est très envié par exemple le camp nationaliste martiniquais. Est-ce qu'il y a des donnes qui peuvent changer, à savoir peut-être une pression beaucoup plus forte du monde économique pour qu'on soit plus pragmatique dans la gestion de ces territoires? Alors, je pense que cette pression-là ne vient pas uniquement du monde économique. C'est un vrai enjeu, encore une fois. On ne met pas en place des institutions pour des institutions. On met en place des institutions dans la perspective d'un développement de ce pays. Bon, il y a à s'interroger sur la nature de ce développement, sur les outils à mobiliser sur le projet, en quelques mots sur le projet. Voilà, et sur les acteurs. Moi, je crois qu'il y a cette triple réflexion à mener si on veut que véritablement les choses changent dans ce pays. Moi, j'ai coutume de dire, peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part, que les institutions par elles-mêmes n'ont aucune vertu démiurgique. On ne peut pas changer la réalité à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés par un simple changement institutionnel. Il faut une volonté, une forte mobilisation autour d'un projet collectif avec une très forte implication de la population. Un exemple bien concret, Justin Daniel, vous l'avez certainement suivi dans l'actualité. Dernièrement, au cours des dernières semaines, on a parlé de gisements de pétrole en Guyane. On a parlé éventuellement de poches d'hydrocarbures au large de la Caravelle. Est-ce que de telles informations peuvent considérablement changer la donne en termes de situation, de volonté politique de faire ou pas ou de ne pas faire? Est-ce que ce sont des arguments qui peuvent venir tout balancer? On a entendu par exemple dans le camp nationaliste martiniquais dire que si nous étions dans le cadre de l'article 74, trouver du pétrole en Martinique, ce serait une très bonne chose, nous serions maîtres de nos affaires. Non, je pense que c'était un raccourci. Pour le moment... il faut déjà trouver le pétrole. Il faut être déjà pour le moment, nous sommes dans le champ du virtuel. Oui. Et donc, je pense que si effectivement on découvre des ressources dans nos pays, bien, il faudra commencer à réfléchir pour voir comment les exploiter et en tenant compte de ce nombre de paramètres. Faut pas croire que tout sera mis entre les mains de la collectivité. Il y a des contraintes locales, mais des contraintes nationales, mais aussi des contraintes, je dirais, européennes. Il y a toute une série de paramètres dont il faut tenir compte. Et il ne faut pas croire que du jour au lendemain, qu'il y a de l'or noir aux Antilles ou en Guyane et que cela changera fondamentalement notre situation. Donc il faudra réfléchir en amont, mais pour le moment, on en est simplement à des supputations. Alors, Justin Daniel, vous dites que tout cela bouge, qu'il y a des différences d'un territoire à l'autre, qu'il y a cette grande réforme des institutions au niveau de la France au plan national. Et vous aimez rappeler, d'ailleurs, on le voit en couverture de cet ouvrage, vous aimez bien dire que les Antilles, Guyane, les Outre-mer sont un véritable laboratoire. Pour qui? Pour nous-mêmes ou pour Paris? Les deux. Parce que dans l'ouvrage, je fais la distinction, par exemple, s'agissant de la mise en œuvre de la nouvelle collectivité, entre un simple processus de fusion et la création d'une nouvelle entité, quelque chose de radicalement nouveau. Moi, je considère qu'il y a là une opportunité. Ça n'est pas une fusion du Conseil général, du Conseil régional, ni même du département et de la région. Raisonner ainsi, c'est à mon avis commettre une erreur. Nous avons la possibilité de faire en sorte que le génie inventif des uns et des autres se déploie et qu'on mette en place quelque chose de nouveau et de porteur. Deuxièmement, je dis que cette réforme peut servir, comme ça a été le cas dans le passé, peut servir de modèle pour ce qui se passe en France. On voit bien que dans certaines régions en France, dans l'Est, on s'oriente vers une fusion de collectivités. Et ce qui est demandé à travers la fameuse réforme des collectivités territoriales en France, on nous demande de le faire, ce qui est demandé à ces collectivités, on leur demande de le réaliser sur 2 ans, on nous demande de l'anticiper quelque part, de le réaliser sur un laps de temps beaucoup
beaucoup plus court. Par conséquent, nous jouerons là le rôle de laboratoire d'ingénierie institutionnelle. Nous sommes à la pointe du changement. Quelle est la vérité, Justin Daniel, entre les FMP qui disent par exemple le peuple a demandé une fusion pure et simple région-département, le camp indépendantiste qui dit nous vous avions proposé le 74, le peuple a choisi le 73 et ceux qui sont aux commandes demandent une sorte de 74 déguisé. On en est où exactement? Quel est votre sentiment là-dessus, votre impression? Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 73 de la Constitution. Point final. Création d'une collectivité unique sur le fondement de l'article 73 de la Constitution. On n'a pas touché aux compétences exercées par la collectivité. Ces compétences sont celles qui sont actuellement exercées par le département et la région et celles qui pourront être exercées demain par les départements et les régions de l'Hexagone. C'est rien d'autre. Il s'agit d'une réforme politico-institutionnelle. Il faut la prendre comme telle. C'est la raison pour laquelle je disais que cette réforme, elle n'est pas de nature à remettre en cause fondamentalement ce qui existe actuellement. C'est à nous d'en faire un instrument efficace au service de ce que nous souhaitons. Tout cela, on l'abordera de nouveau, Justin Daniel, notamment le 2 février, lors des Jeudis de l'Université, puisqu'il y aura une table ronde autour de cet ouvrage collectif. On rappelle le titre, Les Outre-mer à l'épreuve du changement, réalité et perspective des réformes territoriales. Merci d'être venu avec nous ce matin. Merci beaucoup.